La famille, cette semaine, c'est le retour de la Ligue des Champions. On retrouve Tottenham pour la 5e journée. En attendant, je vous remets les épisodes des précédents matchs. Comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, une vidéo pour le match contre Tottenham sortira cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner. Bon visionnage. Non, pour moi, je pense que la première Champions League est toujours la plus difficile. Tu sais pourquoi? Mais pour que les joueurs, ils ne pensent pas qu'ils sont capables de gagner ça. Et les supporters aussi. Mais en ce moment, on a montré le chemin. La dernière fois que le PSG a participé à la Ligue des Champions, ça s'est terminé par une victoire 5-0 en finale contre l'Inter. C'est ce soir-là que Paris est devenu champion d'Europe. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle saison. Beaucoup parlent du score exagéré de la finale ou même en Coupe du Monde des clubs. Est-ce que ce PSG pourra encore mettre des scores contre l'élite des équipes européennes? Peut-être un premier clean sheet en Ligue des Champions avec un nouveau gardien. En tout cas, en Ligue 1, tout roule. 4 victoires de suite. Mais attention, c'est bien en Ligue des Champions qu'il va falloir prouver. Et pour la première fois de son histoire, le PSG est attendu partout. Tous les regards sont braqués sur ce club qui défend son titre. En tant que champion d'Europe en titre, Paris doit être à la hauteur. Et ça commencera dès le premier match face à l'Atalanta. Alors oui, sur le papier, le PSG a hérité une nouvelle fois d'un groupe relevé, peut-être le deuxième plus difficile. On se souvient de la saison dernière avec un début très compliqué, un manque d'efficacité. En y repensant, le PSG de Luis Enrique est tellement devenu fort que le Paris Saint-Germain qui galérait contre Gérone semble tellement loin. Cette année, le début de la compétition sera différent. Le collectif est en place, les occasions sont là et l'équipe est confiante. Car oui, cette saison, le problème ne sera pas l'efficacité mais les blessures et le rythme de jeu. Dembélé blessé, Doué blessé, Beraldo blessé. Mayoulou revient de blessure. Lee et Kvara sont sortis sur blessure au match précédent. Aucun joueur n'est à l'abri de sortir sur blessure même pendant ce match contre l'Atalanta. On se rappelle d'une phrase l'an passé de Luis Enrique qui avait dit « Il n'y a pas de 11 titulaires. Tous les joueurs sont importants. Et c'est toute l'équipe qui compte. Même les remplaçants doivent se sentir concernés. C'est pour ça qu'il change souvent son 11 de départ. Sauf lors des gros matchs. » Et on le voit avec le petit Mayoulou, qui débute titulaire pour ce premier match de Ligue des Champions et remplace Dembélé en tant que faux neuf. Il faut rappeler aussi que le PSG n'a pas eu de match de préparation cet été. Ils ont attaqué directement par la finale de la Supercoupe contre Tottenham. Depuis, petit à petit, les joueurs retrouvent du rythme. On le voit par exemple avec Kvaratskhelia qui avait commencé la saison difficilement mais qui a été énorme dans ce dernier match. Ou encore avec Barcola qui enchaîne les performances. Le milieu reprend de l'énergie, ça tourne bien, et même sans Dembélé ni Désiré Doué, Paris continue d'avancer. Évidemment, il y a aussi le côté négatif, les blessures. C'est en partie la conséquence de la saison précédente, d'où l'importance de donner du temps de jeu aux jeunes. Et on pense à Mayoulou et Mbaye. On le sent en ce début de saison. Ils vont devoir s'imposer et être prêts car des blessures peuvent arriver à tout moment et ce sont eux qui porteront le PSG dans les grands matchs. Face à l'Atalanta, Luis Enrique savait qu'un joueur comme Gonzalo Ramos, plus statique et renard de surface, aurait du mal. Alors il a préféré un profil mobile, capable de décrocher, d'attirer les défenseurs et de libérer des espaces un peu comme Dembélé. C'est la signature Luis Enrique. Le PSG est imprévisible, avec des transitions rapides et des changements de position constantes. Mais ce style de jeu demande une énergie énorme, et forcément, ça amène des blessures. Il faudra donc gérer le temps de repos, gratter un maximum de points pendant que l'équipe est encore fraîche, et peut-être se renforcer au mercato hivernal. Mais une chose est sûre, ce Paris Saint-Germain-là est incroyable. Et ce fameux 17 septembre 2025, le PSG a envoyé un message clair à toute l'Europe. Premier match de Ligue des Champions face à l'Atalanta, et Paris n'a pas tremblé. Victoire 4-0 au Parc des Princes, un score net sans bavure, qui rappelle à tout le monde pourquoi ce club est champion d'Europe en titre. Le temps a été donné dès le début, à la 3e minute seulement. Marquinhos surgit et récupère le ballon très haut. Il se retrouve ensuite en position de 9 et ouvre le score. Un but de capitaine, symbole fort, le PSG est prêt, le PSG est concentré, le PSG est là pour marquer son territoire. Et on le voit dès les premières minutes, le PSG enchaîne les occasions. Le jeu est fluide, le contre-pressing est fort, les Italiens n'arrivent pas à poser le pied sur le ballon. Nuno Mendes, Kvara et Barcola affichent en première mi-temps un niveau exceptionnel. Puis juste avant la mi-temps, c'est Kvaratskhelia qui vient punir l'Atalanta. Depuis le début de saison, certains disaient qu'il avait du mal à trouver son rythme. Mais ce soir-là, il a rappelé pourquoi Paris a misé sur lui. À la 39e minute, il tente une percée sur le côté droit. Toute la défense italienne est figée. Frappe forte et le parc explose. À 2-0 à la pause, Paris contrôle, Paris étouffe, Paris impose. Mais Luis Enrique n'a pas lâché la pression. Dès le retour des vestiaires, le PSG repart de plus belle. Nuno Mendes, intenable sur son côté depuis le début du match, vient inscrire le 3e but à la 51e. Une frappe sèche, puissante, qui vient sceller le sort du match. Mendes, qui revient progressivement au top physiquement, confirme qu'il est l'un des meilleurs latéraux offensifs d'Europe, si ce n'est le meilleur. Je ne sais pas si on a déjà vu sur le côté gauche un latéral aussi complet, un peu à la Marcelo. Il est déstabilisant, peut faire la différence à lui tout seul, en un déplacement se retrouver d'un camp à l'autre. Et comme si ça ne suffisait pas, en fin de match, Gonzalo Ramos termine le travail. Entré en cours de jeu, il inscrit un 4e but et vient rappeler à tout le monde que même en sortie de banc, le PSG a des armes capables de faire mal. C'est exactement ce que Luis Enrique répète. Ce ne sont pas seulement les titulaires qui comptent, mais toute l'équipe, tous les joueurs concernés. Au-delà du score, c'est surtout la manière qui impressionne. Paris a dominé de bout en bout, 67% de possession, 13 tirs cadrés,
une intensité constante. Même privé de Dembélé et de Désiré Doué qui sont blessés, le collectif a fonctionné à merveille. Les permutations offensives, les projections de Hakimi, les appels tranchants de Mendes, les décrochages de Mayoulou, tout semblait fluide. On voyait une équipe sûre d'elle, capable de gérer le danger à chaque action. Et Luis Enrique prouve encore qu'avec son staff, ils prennent de bonnes décisions sur le 11 de départ. On l'a vu avec Mayoulou qui décrochait énormément, attirant des défenseurs et créant des espaces que les autres joueurs du PSG utilisaient pour contre-attaquer après un contre-pressing rapide. Hakimi se retrouvait facilement en neuf. Mais pas de panique, Neves prenait le relais en défense. Ou encore Vitinha dans une défense à 3 sur les phases offensives. Lorsqu'il n'organise pas le jeu, il permet aux latéraux de monter, de ne pas laisser de trous dans la défense. Et même quand le PSG perd le ballon, la charnière centrale répond présente et ne prend aucun ballon dans le dos. Okeza Barny est arrivé pour renforcer la défense, mais Marquinhos a montré qu'il était encore là et qu'il sera difficile de le bouger dans les grands matchs. Il y a cependant une ombre au tableau. La sortie de João Neves sur blessure. Une alerte musculaire qui inquiète, car son rôle au milieu est crucial dans l'équilibre de l'équipe. C'est le revers de la médaille de cette intensité constante. Les organismes sont sollicités et les blessures peuvent rapidement s'accumuler. Ce qui est frappant, c'est que cette victoire n'est pas seulement une victoire de prestige, c'est un signal fort. Le PSG ne se contente pas de défendre son titre. Il veut l'assumer pleinement. Il veut montrer que la saison passée n'est pas un hasard. Et face à une équipe comme l'Atalanta réputée pour son pressing et son intensité, Paris a répondu avec encore plus d'énergie, encore plus de justesse. Alors oui, il faudra gérer les blessures, il faudra tenir la cadence en Ligue 1, il faudra préparer le mercato d'hiver pour renforcer certains postes. Mais ce qu'on a vu contre l'Atalanta, c'est un PSG incroyablement solide, sûr de sa force et surtout prêt à écrire un nouveau chapitre dans son histoire européenne. Après ce triomphe 4-0 contre l'Atalanta, le PSG entend ne pas relâcher la pression. Ce succès inaugure la phase de poule de la Ligue des Champions avec autorité, mais les échéances qui suivent sont tout aussi redoutables. Sur le calendrier, Paris doit déjà se préparer à des matchs d'une exigence terrible. Le 1er octobre, déplacement à Barcelone. Le 21, l'équipe se déplace à Leverkusen. Le 4 novembre, retour au Parc des Princes pour recevoir le Bayern de Munich. Fin novembre, le 26, un autre grand match, à domicile contre Tottenham. En décembre, le 10, déplacement à l'Athletic Club Bilbao. Puis en janvier, les matchs prolongés de la phase de poule, le Sporting à l'extérieur et Newcastle au Parc des Princes. 2 matchs de clôture qui pourraient être décisifs pour la qualification selon la forme, les blessés et la dynamique du groupe. Cette trajectoire montre que le PSG ne vise pas seulement à passer les poules, mais à imposer sa loi, à ne laisser aucun doute sur son statut de champion en titre. Si les joueurs restent alignés, si l'effectif est bien géré, si les retours se font sans affaiblir le collectif, alors ce PSG pourra aller très loin. Et au fur et à mesure des matchs, le scénario pourrait devenir tragiquement beau pour les adversaires. Un champion qui ne laisse rien au hasard. L'objectif, on le sait tous, le back-to-back. Paris est champion d'Europe, mais Paris veut être champion d'Europe. Ici, c'est Paname. La saison dernière, à ce même stade de la compétition, après 3 journées, le PSG ne comptait que 3 points. Une victoire arrachée à la dernière minute contre Gérone et une défaite 2-0 face à Arsenal. Mais cette année, la donne est différente. Le Paris Saint-Germain est désormais vu comme l'équipe à battre. Une première victoire contre l'Atalanta a installé le ton. Et quand on observe le tableau de chasse parisien depuis la saison dernière, une équipe manquait à l'appel. Oui, il y en avait une qui n'avait pas encore affronté le PSG la saison passée, le FC Barcelone. Une formation qui parlait beaucoup, avide de revanche, frustrée d'avoir chuté contre l'Inter et convaincue qu'elle aurait dû défier Paris en finale. 3 équipes s'étaient distinguées l'an dernier, Liverpool, le PSG et Barcelone. Le PSG avait éliminé Liverpool, mais le Barça, stoppé par l'Inter, n'avait pas pu croiser la route des Parisiens. Résultat, une finale largement remportée par Paris 5-0. Pourtant, certains supporters catalans avaient vite relativisé cette victoire, répétant que ce n'était pas le vrai Inter sur le terrain. Selon eux, un duel PSG-Barça aurait tourné en faveur des Catalans, car sur le papier, Barcelone restait la meilleure équipe d'Europe. Pourtant, beaucoup doutaient de leur défense jugée fragile et de leur attaque inconstante. Malgré tout, les Catalans restaient persuadés
en finale face au PSG, le Barça aurait gagné. L'Inter, disait-il, n'était pas à 100% et surtout, le Barça possédait selon eux le futur Ballon d'Or. Un match dans le match se profilait déjà. PSG contre Barcelone, mais aussi Ousmane Dembélé contre Lamine Yamal, deux prétendants au Ballon d'Or. Première victoire parisienne symbolique. Dembélé remporte le trophée face à Yamal. Sur le terrain comme sur les réseaux, la rivalité est totale. Journalistes, fans et observateurs comparent tout. Pedri à Vitinha, Yamal à Dembélé, la Masia au Titi parisien. Mais il manquait encore le choc sur le terrain. Le tirage au sort a offert ce duel dès la deuxième journée. Direction Montjuïc pour un Barça PSG très attendu. Les deux équipes ne sont pas au complet. Côté parisien, Désiré Doué, Kvaratskhelia, Neves, Dembélé, Marquinhos sont absents. Tous titulaires lors de la finale précédente. Côté catalan, Fermin Lopez et Rafinha manquent à l'appel. Mais l'arrivée de Marcus Rashford donne un vrai plus offensif, tandis que Pedri et Yamal sont bien présents. Sur le papier, le PSG semble amoindri, le Barça par favori. Mais c'est précisément là que Paris révèle sa vraie force. Quelle que soit la composition, quels que soient les absents, cette équipe s'est gagnée. Même avec des jeunes de 18 ans, le PSG tient tête à tout le monde. Aujourd'hui, entendre PSG ne provoque plus le même sentiment qu'avant. Ce club a changé. Le doute d'autrefois, celui des échecs passés, s'efface peu à peu. Oui, une prudence naturelle subsiste chez les supporters, mais cette équipe dégage une sérénité et une maturité nouvelles. On le sent, même diminué, le PSG reste invincible. Le Camp Nou étant en travaux, la rencontre se joue à Montjuïc. Luis Enrique aligne un milieu Ruiz, Vitinha, Zaïre Emery et une attaque Barcola, Mayoulou, Mbaye. Le plan est clair, exploiter la vitesse parisienne en transition pour déstabiliser la défense catalane. Mayoulou, préféré à Ramos pour sa qualité technique, évolue en faux neuf, décrochant pour conserver le ballon et créer des espaces. En défense, Zabarni remplace Marquinhos, aux côtés de Pacho avec Mendes et Hakimi sur les ailes et Chevalier dans les buts. Dès le coup d'envoi, le Barça impose immédiatement son tempo. Yamal multiplie les accélérations, Pedri dicte le jeu et le pressing catalan asphyxie Paris. Les Parisiens souffrent, peinent à ressortir. Mendes en difficulté perd plusieurs ballons dangereux. À la 19e minute, une erreur de Vitinha offre une ouverture à Barcelone. Ferran Torres marque, malgré une première parade héroïque de Zabarni. 1-0 pour le Barça. Dans les tribunes, on s'attend à une démonstration catalane. Mais du côté parisien, pas d'excuses, pas de panique. Paris encaisse mais ne rompt pas. Peu à peu, Vitinha reprend le contrôle du milieu. Son pressing change tout. Mendes se reprend, gagne ses duels et le visage du PSG se transforme. À la 25e minute, après une longue remontée de Mendes, Mayoulou conclut d'une frappe imparable, un partout. Au retour des vestiaires, le Barça semble émoussé. Le PSG, lui, monte en puissance. Pressing constant, transition éclair, domination mentale. Barcola multiplie les percussions, même s'il pêche dans le dernier geste. Luis Enrique fait des changements. Lucas Hernandez entre pour solidifier la défense et libérer Mendes plus haut. Gonzalo Ramos fait également son entrée. Résultat immédiat, Paris garde son intensité, contrôle le rythme, alors que Barcelone décline physiquement et mentalement. Le PSG domine, touche même le poteau par Kanginli. À la 90e minute, Hakimi déborde côté droit et centre parfaitement pour Gonzalo Ramos, qui conclut du plat du pied. 2-1 pour Paris, explosion. Le PSG s'impose à Montjuïc face à un Barça annoncé comme la meilleure équipe d'Europe. Même diminué sans Dembélé ni Marquinhos, le champion d'Europe a prouvé qu'il possède désormais un collectif inarrêtable. Peu importe les absents, peu importe les titulaires, tout le monde sait quoi faire et à quel moment. Luis Enrique, véritable chef d'orchestre, fait tourner ses hommes sans jamais déséquilibrer son équipe. Chaque joueur progresse, chaque entrée compte. Jamais la phrase « la force du PSG c'est le collectif » n'a eu autant de sens. Et maintenant, cap sur la 3e journée, face à un autre morceau, le Bayern Leverkusen. Luis Enrique le sait, ce match n'est pas qu'un rendez-vous de phase de poule, c'est une bataille pour le respect, pour l'image, pour la continuité. Chaque victoire rapproche un peu plus Paris du back-to-back historique. Cette deuxième Ligue des Champions consécutive que tout le monde croit impossible. Mardi, 21h, Leverkusen veut faire tomber le roi. Paris, lui, veut prouver qu'il ne tombe plus. Sans Dembélé, peut-être sans Marquinhos, le PSG avance encore diminué. Mais qu'importe, ce groupe a déjà montré qu'il pouvait gagner avec n'importe quel 11, à n'importe quel moment. Les jeunes sont prêts, les cadres guident, et Luis Enrique orchestre tout avec calme. Ici, c'est Paname. Le problème dans le football moderne, lorsqu'un joueur important est blessé, l'équipe en souffre presque toujours. Elle perd en repères, en équilibre, en identité. Mais avec ce PSG, c'est tout le contraire. Peu importe l'absence, le niveau de performance reste le même. C'est ce qui rend cette équipe si impressionnante. On l'avait déjà vu face au FC Barcelone, lorsque des jeunes comme Quentin, Mbaye ou Mayoulou ont remplacé des cadres et contribué à la victoire. Mais un fait encore plus marquant est survenu lors du match contre Leverkusen, et particulièrement en première mi-temps, venant confirmer de manière éclatante cette idée d'un collectif parfaitement maîtrisé. La 3e journée de la Ligue des Champions du champion d'Europe, le Paris Saint-Germain, lancé par un début de campagne parfait, se déplace en Allemagne pour affronter le Bayer Leverkusen. Le fil conducteur est simple, tout le monde veut faire tomber le roi, et l'objectif de Leverkusen est précisément celui-là. Mais Paris arrive avec de la confiance, une idée de jeu claire et un collectif qui se rapproche de plus en plus du 11 type de la finale contre l'Inter. Même si ce n'est pas encore ça, quelques retours se finalisent. Le contexte est bouillant, l'Allemagne n'est jamais un déplacement simple.
Mais Paris assume le statut. Convertir la confiance emmagasinée lors des premières journées en points concrets et en signes forts envoyés à l'Europe. Une victoire 4-0 contre l'Atalanta, un succès de 1 face au FC Barcelone. Et désormais, il reste à battre Leverkusen. Ce n'est plus le Bayern d'il y a 2 ans, celui de Xabi Alonso. Seuls 4 joueurs de cette époque sont encore là. Pourtant, cette équipe pourrait poser des problèmes, avec une seule défaite en Bundesliga depuis le début de la saison. Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain a dû affronter une série de complications. Une préparation tronquée, un calendrier chargé, de nombreuses blessures. Au point que Luis Enrique a dû faire appel à plusieurs jeunes pour remplacer les cadres. Et c'est là que réside la vraie force de ce PSG. On parle souvent de collectif, mais ce mot semble presque trop faible ici. À chaque fois qu'un remplaçant entre en jeu, qu'il soit cadre ou jeune issu du centre de formation, il sait exactement ce qu'il doit faire, à quel moment et comment s'intégrer dans le système. Tout le monde joue de la même manière, avec la même intensité et la même compréhension du jeu. Dans cet état d'esprit, l'équipe de Luis Enrique affiche intensité, verticalité et permutation constante devant, tout en s'appuyant sur des latéraux de très haut niveau capables d'étirer le bloc et de multiplier les centres dangereux. Le message de l'échauffement est limpide, tenir le ballon haut, créer des surnombres sur les côtés, garder un bloc compact pour étouffer les premières sorties d'adversaires et envoyer un signal à l'Europe, celui d'une équipe qui revient petit à petit et qui veut frapper fort. Le début du match donne le ton. Paris ouvre le score très tôt sur un magnifique centre de Nuno Mendes et le premier but de Pacho sous les couleurs du PSG. Et la rencontre bascule dans un premier acte complètement fou. 5 buts, 2 cartons rouges, 2 pénaltys. Tout y passe. Leverkusen obtient d'abord un premier pénalty mais Grimaldo le manque en heurtant le poteau, ce qui maintient l'élan parisien et renforce l'idée d'une soirée à très haute intensité. Puis viennent les expulsions qui transforment le scénario. Carton rouge pour les capitaines côté Leverkusen après intervention de la VAR et rouge côté parisien pour Zaberni sur une action de dernier défenseur. Ce qui laisse les deux équipes à 10 et entretient cette impression de match à la fois débridé et sous contrôle tactique parisien dans les transitions. Dans ce chaos maîtrisé, Paris appuie exactement où il faut. Pressing coordonné, récupération haute, attaque rapide et un réalisme qui fait la différence au tableau d'affichage. Zaberni, au même titre que Chevalier, n'était pas présent dans l'équipe du PSG de l'an passé. Il a rejoint l'équipe championne d'Europe, avec toute la pression que ça implique. Une chose est sûre, il a du talent et la carrure pour être un très bon défenseur. Et le passé nous l'a appris. On peut faire des erreurs au début et progresser petit à petit, et devenir une grosse tête, un gros joueur de l'équipe. Et c'est ce qui s'est passé pour plusieurs joueurs. Il ne faut pas oublier que Zaberni est un choix de Luis Enrique. Affaire à suivre. Comme on l'a déjà évoqué plus tôt, cette équipe peut s'adapter même lorsqu'un joueur est absent. Mais là, c'est encore plus flagrant. Un défenseur du PSG prend un carton rouge, et Luis Enrique ne fait aucun changement. Il descend Zaïre Emery en latéral, place Nuno Mendes en défenseur central, et la vie continue. Peu de personnes l'ont remarqué, mais généralement quand un défenseur est expulsé, il y a des changements. Mais là, le jeu continue comme si de rien n'était, et encore une fois, chacun sait ce qu'il doit faire. Et d'une manière assez directe avec 3 buts marqués en quelques minutes. On se rappelle d'une phrase de Luis Enrique qui disait qu'un joueur qui discute sur son placement ne l'intéresse pas. Pour lui, un joueur doit savoir jouer à tous les postes, et on voit le résultat. À la pause, Paris a déjà plié l'affaire. 4-1 à la mi-temps après une séquence hallucinante avec 3 buts en 7 minutes juste avant le repos, qui tue l'élan des Allemands et récompense les enchaînements parisiens. Un 11 qui se rapproche de sa version de référence malgré l'absence de certains milieux préservés et le retour progressif de certains joueurs. Et surtout, un front offensif qui permute sans cesse. Doué peut occuper la pointe en faux neuf. Barcola décroche puis attaque la profondeur. Un autre ailier repique pour libérer le couloir au latéral. Ce balai rend la lecture impossible pour la défense adverse. La deuxième période confirme tout cela. Paris répond immédiatement et enfonce le clou. On voit l'ADN de ce PSG. Beaucoup de pressing, beaucoup d'envie, un collectif qui respire la confiance et une qualité technique qui écrase la rencontre. Les latéraux pèsent des deux côtés du terrain. La première relance est propre, les relais au milieu fluidifient la progression, et devant, la justesse des appels et des remises font mal. Désiré Doué signe un doublé et illumine la soirée. Kvaratskhelia trouve les 2 poteaux. Nuno Mendes participe à la fête. Dembélé marque sur son retour depuis son sacre au Ballon d'Or. Vitinha clôt le festival. C'est une démonstration. Score final, 7-2 pour le Paris Saint-Germain. Une claque pour les Leverkusen et une confirmation éclatante pour Paris, qui reste à 3 sur 3 et s'installe en tête du classement après 3 journées. Pour les Leverkusen, l'objectif était de faire tomber le roi. Dans ce match charnière, mais les rouges et les temps faibles mal gérés ont cassé la dynamique. Pour Paris, l'objectif est atteint. Envoyer un signal continental, rappeler que le collectif, plus que les individualités, est la force du moment. La plupart des équipes qui ont voulu se mesurer à ce pressing et à cette capacité à marquer dans tous les temps du match ont fini par craquer. Cette victoire, au-delà de l'écart, entretient aussi une statistique symbolique. Paris est l'équipe qui a le plus de victoires en Ligue des Champions sur une année civile, ce qui nourrit l'argument d'un PSG qui écrit réellement quelque chose cette saison. Avec un Zaïre Emery qui retrouve peu à peu son niveau et enchaîne les performances. Et un Vitinha qui prouve encore que c'est le meilleur milieu du monde. Au final, on peut dire ce qu'on veut, les Leverkusen restent une bonne équipe de Bundesliga. Mais en ce 22 octobre 2025, il n'y avait qu'un patron, le Paris Saint-Germain.
Le score, la manière, la maîtrise des temps faibles, la capacité à accélérer au bon moment, la gestion émotionnelle d'un match chaotique avec 2 rouges et 2 pénaltys. Tout renvoie l'image d'un groupe sûr qui s'installe en tête de la Ligue des Champions après 3 journées et qui trace un sillon européen cohérent. Ici, c'est Paname. On pensait que le passé appartenait vraiment au passé, que tout avait changé, qu'après avoir gagné sa première Ligue des Champions, tout serait différent, que l'opinion publique avait enfin compris que le PSG est une grande équipe d'Europe, que les journalistes français allaient enfin soutenir le club de la capitale. Mais à entendre tout le vacarme qui a suivi le match PSG-Bayern, quelqu'un qui n'a pas vu le match pourrait croire à une humiliation totale du PSG face à son adversaire. Certains iraient même jusqu'à penser que ce PSG-Bayern a tourné au désastre, que les Parisiens ne pouvaient pas se regarder dans le miroir. Il est donc temps de rétablir la vérité. Que s'est-il réellement passé dans ce match? Le brouhaha médiatique a été tel que la défaite du Real Madrid 1-0 contre Liverpool est passée totalement inaperçue à Anfield. Et pourtant, le score risque de surprendre. Le match s'est terminé sur une simple défaite de 1 pour les Parisiens. Certains journalistes ont parlé de gifle, affirmant que le PSG n'était plus un champion d'Europe, plus une équipe à craindre. Mais ni le score, ni le contenu du match, ni même le momentum ne justifient un tel acharnement vers le champion en titre. Beaucoup de choses ont à prendre en compte dans le football, et on va les analyser ensemble. Lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, comme souvent depuis l'ère Luis Enrique, le PSG est tombé dans un groupe relevé. Une nouvelle fois, il doit affronter de grosses têtes, notamment le Barça et le Bayern. Une victoire 2-1 contre les Catalans était venue confirmer le niveau du champion d'Europe, malgré une équipe jeune, diminuée et largement remaniée. Rien à voir avec celle qui avait battu l'Inter. Et devinez quoi? Cette fois-là, les journalistes ont encensé le PSG, sans demi-mesure. Soit, c'est très bien. Le PSG est différent. Le passé, c'est le passé. Le PSG est respecté. Il a conquis l'Europe et le cœur des amateurs de football. Impossible donc qu'après une telle saison, on le critique pour une simple défaite. Le Barça tenu en échec contre Bruges, c'est pas grave. Le Real perd, c'est pas grave. Liverpool peine à se maintenir en première ligue, toujours pas grave. Mais le PSG, lui, n'a pas le droit à l'erreur. Le Bayern est l'un des clubs que le PSG a le plus affronté en Ligue des Champions. Un club historique, respecté avec énormément de trophées. La dernière confrontation remontait à cet été, lors de la Coupe du Monde des clubs. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Une véritable bataille de pressing et d'intensité, où le match ne s'était débloqué qu'en fin de rencontre, avec 2 buts et 2 cartons rouges pour les Parisiens, réduits à 9 contre 11. Et voilà que le tirage nous offre de nouveau une finale avant l'heure, entre les 2 meilleures équipes d'Europe actuelles. Peu importe le vainqueur, aucune des 2 équipes ne devrait être critiquée. Il est normal de perdre contre un adversaire de ce calibre, que ce soit pour le PSG ou le Bayern. Évidemment, personne n'osera parler de gifle. Sur la forme actuelle, le PSG reste sur 2 matchs nuls en 5 rencontres, tandis que le Bayern enchaîne 15 victoires consécutives. Un Bayern qui domine son championnat et qui aura face à lui un vrai défi pour la 16e victoire. La composition tombe, et il faut rappeler le contexte parisien très défavorable. Neves revient de blessure, tout comme Ruiz et Marquinhos. Dembélé n'a que quelques minutes dans les jambes. Barcola ressent des gènes et fait tout pour être présent pour l'équipe. Désiré Doué ne reviendra qu'en 2026. Kvaratskhelia sort également d'une blessure. Et Zaberni, pourtant à 100%, est suspendu. Le PSG paye encore les pots cassés de la saison précédente. Rien ne facilite la récupération. Calendrier surchargé, trop de matchs et un style de jeu imposé par Luis Enrique qui demande une énergie physique énorme. Surprise dans la composition du coach. Dembélé, malgré une gêne aux ischios, est titulaire. Ruiz, qui n'avait joué que quelques minutes contre Nice, démarre lui aussi. Neves est sur le banc au profit de Zaïre Emery, auteur de très bonnes performances. La défense reste inchangée, mis à part Marquinhos qui reprend sa place de titulaire. Devant, Barcola et Kvaratskhelia accompagnent le Ballon d'Or. Beaucoup se sont interrogés sur ses choix dans la composition, mais nous ne sommes pas présents aux entraînements. Luis Enrique et son staff si. Dès le coup d'envoi, on sent que ça va être compliqué et intense. Rien d'étonnant face à une équipe comme le Bayern. Exactement comme lors de la Coupe du Monde des clubs, les Allemands imposent un pressing très haut, une équipe qui se déplace, qui court partout et qui ne laisse aucune possibilité au PSG de ressortir proprement le ballon. Très vite, la situation se complique pour le Paris Saint-Germain, qui manque de solutions dans la relance dès les premières minutes. En regardant de plus près, on peut d'ailleurs constater le nombre d'occasions créées des 2 côtés. On va les compter ensemble pour bien comprendre la dynamique du match. On remarque rapidement que le PSG n'est pas précis dans ses passes, incertain, et clairement pas à 100%. On le voit dans les petits détails, notamment chez Marquinhos. Et on va analyser ensemble ce qui s'est réellement passé dans cette fameuse première mi-temps. Celle dont tout le monde parle, celle qui aurait été selon certains, une démonstration du Bayern de Munich. 3e minute, le PSG a la possession du ballon. Mais dès le début, on remarque un problème de précision. Ruiz tente une passe trop molle, le Bayern récupère. Olysée essaye de relancer, mais Zaïre Emery intercepte immédiatement. Cette action illustre parfaitement la première période, des déchets des 2 côtés. Un PSG qui offre trop de ballons aux Bavarois, mais un Bayern capable de transformer la moindre opportunité en danger réel. Quelques instants plus tard, le PSG repart avec la possession. Pacho tente une relance dans l'axe, suivi d'un contrôle laxiste de Nuno Mendes. Et c'est là toute la force du Bayern, il ne faut qu'un seul cadeau pour qu'il punisse. Résultat,
But, 1-0 pour le Bayern. Le match se poursuit avec un pressing haut du PSG pour empêcher le Bayern de ressortir proprement. Cette fois, ça fonctionne. Nuno Mendes prend le dessus sur Olysée, récupère le ballon et offre une occasion de frappe à Fabien Ruiz. Peu après, Ruiz reprend encore un ballon. Le ballon d'or marque, mais le but est refusé pour hors-jeu, avant de sortir sur blessure et de laisser sa place à Kang In Lee. Le match continue, avec un duel intense, au milieu, et un avantage au Bayern dans le pressing. 29e minute, nouvelle action dangereuse. Non pas pour le Bayern, mais pour le PSG. Ruiz lance Barcola en profondeur et bute sur un Neuer impérial. Mais sur la relance, le pressing parisien empêche le Bayern de se dégager. Harry Kane sous pression rend la balle à l'adversaire. 30e minute, première véritable action bavaroise. Hakimi rate une passe et la donne directement à l'adversaire. Résultat, double poteau sur une frappe de Gnabry. Encore une fois, l'action vient d'une mauvaise relance parisienne, pas d'une construction du Bayern. 31e minute, nouvelle erreur du PSG. Marquinhos tarde à jouer et derrière, Luis Diaz en profite pour inscrire le deuxième but bavarois. 2-0. 33e minute, réaction immédiate du PSG. Pressing haut, récupération d'Hakimi au milieu de terrain et frappe enroulée de Kang In Lee. 44e minute, encore une mauvaise relance parisienne dans une zone dangereuse. Le Bayern récupère et marque, mais le but est refusé pour hors-jeu. 45e minute, une magnifique action côté Bayern qui arrive à trouver Kimmich qui tente une frappe croisée. Ça passe à côté. Alors, que peut-on conclure de cette première période ? Une personne n'ayant pas vu le match et en lisant la une des journaux pourrait croire qu'il y a une domination totale du Bayern avec 20 occasions créées contre 0, avec un PSG dépassé. Chacun peut se faire son propre avis, mais il faut être juste. La première des choses, c'est que le pressing du Bayern a été supérieur à celui du PSG, même si les Parisiens ont eux aussi gêné la relance bavaroise à plusieurs reprises. Mais la grande différence, c'est l'efficacité. Le Bayern a su punir chaque erreur du PSG. Dans le jeu, pourtant, il y a eu autant d'occasions des deux côtés, malgré la réécriture qu'on a pu lire après le match. Ce fut un duel intense avec un Bayern légèrement au-dessus, mais loin de la gifle annoncée. Ni le Bayern ni le PSG n'ont proposé un football exceptionnel. Le momentum du match le prouve. Il est équilibré, avec des temps forts des deux côtés. La différence, le PSG n'a pas concrétisé, là où le Bayern a profité des erreurs adverses. Toutes les actions bavaroises viennent d'erreurs de relance parisienne, et c'est justement ce qui fausse le jugement de ceux qui n'ont pas regardé attentivement le match. Beaucoup parlent d'un football total du Bayern, mais la réalité est tout autre. On a vu beaucoup de déchets dans les relances, des difficultés à se créer des occasions, et une équipe incapable de construire proprement depuis son camp. Le jeu bavarois manque de fluidité, tout repose sur les erreurs parisiennes. Et oui, dans le jeu pur, le Bayern ne dégage pas une supériorité écrasante. Ce qui impressionne surtout, c'est leur intensité physique, leur capacité à presser sans relâche et à ne jamais lâcher le ballon. Certes, leur pressing a été efficace, il faut le reconnaître. Mais en dehors de ça, le Bayern a eu du mal à imposer un véritable jeu construit. Et c'est normal, à ce niveau-là, entre deux équipes qui pressent autant, il est difficile d'avoir un jeu fluide, que ce soit côté parisien ou bavarois. Et encore une fois, c'est acceptable. Que chacun se fasse son propre avis, mais ce sont les faits. Autant le PSG n'avait pas à faire toutes ces erreurs, autant le PSG aurait dû être plus clinique, mais autant aucune équipe n'a giflé personne. La réécriture comme quoi la première mi-temps aurait pu finir en 4-0 est fausse. La réalité est que la première mi-temps aurait pu finir en 3-3. Et tout le monde le sait, un pressing aussi intense ne peut pas durer tout un match. C'était déjà le cas face à Barcelone, où le PSG avait été dominé au début avant que le Barça ne baisse de rythme. Personne ne peut dire ce qui serait passé sans le carton rouge, surtout que le PSG s'était déjà procuré plusieurs occasions. Peut-être qu'à 11 contre 11, Paris aurait trouvé plus d'espace et aurait pu revenir au score, avec un Bayern qui aurait diminué son pressing. On ne le saura jamais. En parlant de carton rouge, une grosse pensée pour Achraf Hakimi, le soldat de l'équipe. Il enchaînait les performances parfaites, portées par une hygiène de vie irréprochable et une préparation exemplaire qui lui avait jusqu'ici épargné bien des blessures. Malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Le plus important désormais, c'est le retour. Pour la seconde période, il n'y a pas grand chose à dire. On voit une équipe qui tente désespérément de rattraper son retard de 2 buts, avec un João Neves inspiré, un Kang In Lee en feu et surtout un Manuel Neuer impérial, qui prouve encore une fois qu'il est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. On pourrait en vouloir au Bayern d'avoir posé le bus, de s'être contenté de défendre son avantage. Et on pourrait aussi en vouloir au PSG de ne pas avoir trouvé une solution face à ce bloc bas, avec un manque d'efficacité flagrant devant le but. Le momentum de la deuxième période est logiquement en faveur du PSG, qui domine mais ne parvient pas à concrétiser. Le match se termine sur un score de 2-1, un résultat que le PSG aurait très bien pu inverser avec un peu plus de réalisme. Au final, le PSG a perdu contre un grand club européen. Oui, le Bayern était au-dessus, et c'est acceptable, mais ce match révèle une chose essentielle. Le passé n'est pas vraiment le passé. L'opinion publique restera toujours contre le PSG, donnant l'impression que le club de la capitale a subi une lourde défaite, avec un effectif complet, ce qui est totalement faux. Le football, c'est aussi une question de contexte. Et dans celui-ci, le PSG évolue avec très peu de joueurs à 100%, accumulant les blessures, les absences et les difficultés depuis le début de saison.
Le Bayern arrive au pic de sa forme, avec un effectif en pleine confiance, tandis que le PSG est dans une phase descendante, après un début de saison lancé dans l'urgence, marqué par de nombreuses blessures et une fatigue accumulée. Il ne s'agit pas d'excuses, mais simplement d'un constat, de contexte. Et malgré tout cela, le match est resté serré et intense. Même Vincent Kompany l'a reconnu. Le match s'est joué sur un fil, ajoutant que son équipe avait su être dangereuse sur 3 ou 4 récupérations. Il ne faut pas oublier qu'aucun trophée ne se gagne au mois de novembre, et que la saison est encore longue. Pourtant, le PSG a été jugé comme si l'équipe était au complet, à 100%, et comme si elle avait pris au moins un 5-0. Même la défaite de l'Inter en finale a fait moins de bruit. En conférence de presse, Luis Enrique a d'ailleurs été clair. C'est le moment de voir qui est avec nous et qui est contre nous. Et effectivement, on voit aujourd'hui beaucoup de retournements de veste, ce qui est regrettable. Aucune équipe dans l'histoire ne gagne tous ses matchs sur une saison. C'est normal de gagner et c'est normal de perdre. L'essentiel, c'est d'être constant et surtout présent au moment décisif, en fin de saison. Et au fond, n'a-t-on pas déjà vécu la même chose l'an passé ? Quand le PSG récupérera tout son effectif sans fatigue ni blessure, aucun club actuel ne pourra les battre. Et on verra qui est qui. Ici, c'est Paname.